L'activité volcanique a été récurrente dans diverses régions du globe. En élaborant mes projections pour l'année 2025, j'ai souligné, depuis le début, la récidive des phénomènes volcaniques, à la fois dans les environnements sous-marins et terrestres, car la dynamique géologique de la planète opère indépendamment de la présence humaine. De plus, je prévois la survenue de tremblements sismiques d'une ampleur considérable, mais pas nécessairement dans le territoire national. Il y a des indications que des événements d'intensité entre 6 et 9 degrés sur l'échelle de Richter peuvent se produire, avec une plus grande probabilité dans la région du Moyen-Orient, ce qui peut surprendre de nombreux observateurs. Je suis Linda G. Comanche, officiellement identifiée comme membre de la nation Comanche, bien que mes proches préfèrent éviter cette terminologie, optant pour des désignations qui reflètent notre patrimoine autochtone. C'est avec satisfaction que je reprends ma participation à cet espace, présent à l'invitation renouvelée, motivé par l'intérêt démontré par le public. Nous vivons dans une période d'incertitude mondiale, et si je n'ai pas mentionné plus tôt, une occasion, alors que j'étais dans ma chambre, une voix masculine, perçue dans mon oreille droite, a annoncé que je devais créer une chaîne YouTube. Ma réaction immédiate a été le refus, étant donné mon antécédent de peu de volonté à de telles initiatives, même après avoir participé à un programme d'amis, qui a consacré des efforts importants à la production. J'avoue que ma réponse à une entité non physique aurait pu être interprétée comme irrespectueuse, mais étonnamment, le message a persisté, beau, vous les calmerez. À l'époque, ils ne comprenaient pas le but de cette orientation. Avec l'aide de mon fils, qui avait des connaissances techniques sur la plateforme, j'ai créé la chaîne Linda G. Comanche Psychique. J'ai commencé les enregistrements sans script prédéfini, exposant simplement mes perceptions devant la caméra. Peu à peu, il a reçu des informations sur les sujets à aborder, y compris les problèmes contemporains. À un moment donné, lors d'une transmission, j'ai visualisé l'émergence d'un virus de la proportion mondiale, accompagné de l'image des personnes utilisant des masques. J'ai signalé ce qui s'est passé de manière décontractée, sans dimensionner sa pertinence. Par la suite, avec l'émergence de Covid-19, les téléspectateurs m'ont rappelé que j'avais prévu le scénario en juillet ou août de l'année précédente. La découverte de l'enregistrement vidéo a confirmé les prévisions, même si je n'avais pas moi-même attribué l'importance du fait à l'époque. Je suis disponible pour clarifier les doutes des téléspectateurs ou renforcer les aspects liés au contexte mondial actuel. Il est pertinent de noter que cette année, il devrait se produire des ouragans à haute intensité, avec un impact significatif aux États-Unis, en particulier dans la région sud de la Floride et dans les zones côtières adjacentes. Il est également prévu la formation de tempêtes graves au Mexique et en Californie du Sud, mais pas nécessairement dévastatrices mais suffisantes pour générer un effet cumulatif de l'adversité. Malheureusement, le gouvernement américain actuel a montré une résistance à fournir une assistance humanitaire par le biais de la FEMA, niant l'aide à des États tels que la Caroline du Nord, tout en hiérarchisant des événements personnels tels que les dîners et les célébrations somptueuses. Récemment, les forces armées ont précisé qu'un arrêt militaire prévu n'a aucun lien avec le président, mais avec l'institution, ce qui représente un poste louable. Je ne visualise pas un scénario apocalyptique imminent, bien que la possibilité d'un tremblement de terre à grande ampleur probablement au Moyen-Orient persiste. Les phénomènes du climat extrême déjà observés, comme les tornades, les inondations en Europe, y compris Paris, la Belgique et le Royaume-Uni, et les inondations à divers endroits, nécessitent des adaptations continues de la société. La capacité humaine pour l'innovation et la résilience est remarquable, mais la façon de faire est difficile. Notre objectif primordial est de préserver l'intégrité de nos familles et de maintenir la foi comme un soutien. Tout au long de ma vie, j'ai vécu avec un cadre d'anxiété chronique, aggravé par un environnement familial troublé, marqué par la figure d'un père de tempérament explosif. La peur de faire des erreurs ou de prononcer des mots inappropriés était constant. Cependant, face à un diagnostic de cancer, dans un moment de désespoir, j'ai fourni avis, en recevant en réponse une déclaration énigmatique, « Il n'y a pas de mort ». Ça, initialement intrigant, a pris un sens car je me souvenais de mes expériences en tant qu'infirmière, lorsque j'ai été témoin du départ des esprits et entendu des voix de défunts. J'ai donc compris que l'existence transcende la dimension physique. Dans ce processus, j'ai donné mon essence aux forces supérieures, déclarant, « Entre vos mains, je fais confiance à mon esprit.
Cette attitude n'était pas due à la démission, mais à une confiance inébranlable, en particulier pour la préoccupation avec mes enfants, encore les enfants à l'époque. J'ai accepté que si c'était ma destination de partir, ce serait le cas. Cette livraison a généré une transformation énergétique intense, un sentiment de vitalité écrasant m'a envahi pendant 2 jours, accompagné d'un lien profond avec l'arôme de la terre, reconnu par ma communauté comme un agent de guérison. J'ai essayé ce qui était apparemment une rémission spontanée. Puis une rafale de vent inhabituelle, un jour sans vent, est tombée sur moi alors qu'il marchait le long d'un sentier près d'un quai. La sensation était comparable au passage d'une force colossale, comme un tremblement sismique, suivi de l'expression « faire votre volonté ». Cet épisode frappant a dissipé mes peurs, y compris la peur du cancer, et a renforcé ma foi. J'ai appris que l'absence de peur est un cadeau aussi précieux que sa propre santé, me libérant d'une existence marquée par l'appréhension. Je reçois actuellement des milliers de messages de personnes qui cherchent des conseils. Bien que préféré d'éviter de résoudre les problèmes contemporains pour ne pas nourrir l'anxiété collective, je me souviens que les directives ont reçu, vous les rassurerez. Ainsi, mon rôle consiste à transmettre la sécurité, quelles que soient les actions politiques ou les défis climatiques. Je crois que, grâce au contrôle mental et aux vibrations positives, il est possible d'atténuer les impacts négatifs de l'environnement. Heureusement, il existe une multitude d'individus qui intercédent dans la prière pour les nations de conflit, comme l'Ukraine. L'énergie du mal revient finalement à ceux qui le propagent. Vivre sans crainte a rendu l'existence plus légère. Même face à une éventualité extrême, en tant que diagnostic terminal, ma réponse serait d'une acceptation sereine, reconnaissant que j'avais une trajectoire significative. L'adoption d'une position de reddition consciente sans le joug de la peur, un principe transformateur a été révélé. Ce n'est pas une négligence ou une passivité, mais une confiance basée sur l'intelligence du flux universel. Lorsque la résistance interne est dissoute, les circonstances, presque paradoxalement, conspirent en faveur de ceux qui se permettent de couler. Cette dynamique, bien que contre-intime pour la logique rationnelle, se manifeste clairement dans les sphères aussi concrètes que les finances ou les relations interpersonnelles. La renonciation à l'anxiété à l'égard de la rareté, par exemple, n'implique pas d'irresponsabilité, mais la compréhension que l'énergie investie dans la peur ne fait que perpétuer le cycle manquant. La loi de la résonance, selon laquelle le prochain attire le similaire, fonctionne sans relâche, le manque de besoins génère des besoins, tandis que l'ouverture à l'abondance, quoique naissante, attire des opportunités avant imperceptibles. Ce principe s'étend à toutes les dimensions de l'existence. L'auto-perception déformée, soit par l'internalisation de la critique, la culpabilité ou la croyance en indigne, façonne une réalité correspondante. La rupture de ce modèle nécessite, avant tout, un acte de volonté, l'interruption du dialogue interne corrosif et la substitution de récits limitant les images mentales alignées sur un véritable désir. Ce n'est pas simplement la positivité forcée, mais un réalignement vibrationnel qui, lorsqu'il est soutenu, reconfigure les expériences externes. La connexion avec la source primordiale, ce domaine de potentialité qui transcende l'ego, les exigences, cependant, un silence progressif de l'esprit discursif. Bien que la condition humaine impose le besoin de réflexion logique, c'est dans l'immobilité entre les pensées que les réponses les plus profondes révèlent. Mes expériences en tant que médiateur spirituel confirment cette vérité. À de nombreuses reprises, j'ai observé comment un bruit mental excessif, soit par la rumination des conflits passés, la fixation des injustices ou l'agitation émotionnelle, obstruant la réception des orientations subtiles. Les guides spirituels, lorsqu'ils sont manifestes, soulignent souvent cet obstacle, l'esprit occupé consomme l'énergie qui pourrait être dirigée vers l'intuition. Le pardon, dans ce contexte, apparaît comme un acte de et la libération non seulement les uns pour les autres, mais surtout pour vous-même. Lorsque je mettrai les liens du ressentiment, comme je l'ai fait lorsque je me réconcilie symboliquement avec mon père, dont la violence a laissé des marques profondes, il y a de la place pour une respiration plus complète, littéralement et métaphorique. Le pardon n'acquit pas l'inacceptable, mais dissout le pouvoir que le passé exerce sur le présent. Quant aux projections socio-économiques, les informations que je reçois, toujours filtrées de mon point de vue et soumises à l'interprétation, suggèrent une période d'instabilité, bien que moins catastrophique que certains scénarios apocalyptiques disséminés.
L'économie américaine sera confrontée à des fluctuations importantes, le marché immobilier sous pression en raison de la combinaison des restrictions réglementaires, des coûts élevés et de la réduction du pouvoir d'achat. Des États tels que la Floride, autrefois attrayants, sont désormais à la croisée des chemins, la migration inverse des résidents, tirée par des politiques restrictives et l'inflation, devrait augmenter l'offre de biens immobiliers, mais la capacité d'acquisition sera compromise par l'augmentation du chômage. Le marché boursier, à son tour, connaîtra de fortes baisses, mais sans atteindre les niveaux abyssaux de 2008, lorsque les indices ont chuté aux niveaux historiques. La recommandation prudente, dans ce cas, est le maintien des investissements, en évitant les décisions impulsives basées sur la panique. Au niveau politique, l'administration actuelle est confrontée à une inadéquation éthique sans précédent, avec des actions qui, dans mon évaluation, soulignent, sans prétention de neutralité, constituent des violations systématiques des principes démocratiques. L'ironie réside dans le fait que les mêmes bases qui, autrefois soutenues inconditionnellement, le leader actuel sont les plus touchés par leur politique, les coupes dans les programmes sociaux, tels que Medicaid, atteindront directement des familles âgées et à faible revenu, beaucoup d'entre elles situées dans des États traditionnellement conservateurs. Les prévisions sont que si la trajectoire actuelle persiste, les élections futures aboutissent à une écrasante majorité de représentants progressistes au Congrès, capables de neutraliser les vétos et de passer à autre chose avec les processus de responsabilité. La Cour suprême, bien que toujours marquée par des divisions, a montré des signes d'alignement sur les préceptes constitutionnels, qui peuvent limiter les initiatives autoritaires, telles que la tentative de maîtriser le pouvoir judiciaire aux intérêts des partis. Dans le scénario international, les tensions en Asie du Sud, en particulier entre l'Inde et le Pakistan, restent latents, bien que sans indicatif d'une montée incontrôlée. Les conflits dans la région ont tendance à suivre un schéma cyclique, les périodes d'hostilité exacerbées alternent avec des phases de distension relative. Je ne vois donc pas un conflit mondial imminent, mais des orientations de l'instabilité localisée, dont la résolution dépendra en grande partie de la capacité diplomatique et de la pression internationale. Ce qui est annoncé, cependant, est une transformation collective dont nous ne pouvons pas encore mesurer l'ampleur. En tant que société, nous sommes au bord d'un seuil, soit nous nous rendons au chaos de la polarisation et de la cupidité excessive, soit choisi, par l'urgence des circonstances, de réaffirmer les valeurs de solidarité et d'équilibre. L'histoire, comme toujours, sera écrite par les choix que nous faisons, ou ne parviendrons pas à faire. Le monde est au bord des transformations écologiques et économiques des proportions sans précédent, dont les contours sont déjà décrits avec une clarté inquiétante. L'économie mondiale, affaiblie par des crises successives, fait maintenant face à l'aggravation des phénomènes climatiques dont la gravité a été systématiquement sous-estimée. La négligence historique des signes émis par la nature, de la fusion accélérée des campagnes polaires à l'intensification des événements extrêmes, constitue un scénario dans lequel les conséquences se manifesteront inexorablement, dans de nombreux cas, irréversibles. Paradoxalement, même au milieu de ce cadre de dégradation, des phénomènes qui remettent en question la compréhension scientifique conventionnelle et suggèrent une complexité qui n'est pas encore complètement déchiffrée. Un exemple remarquable réside dans la découverte de micro-organismes marins capables de métaboliser les déchets radioactifs, tels que ceux résultant de la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011. Un tel phénomène, en plus de mettre en évidence la résilience des écosystèmes, soulève des questions sur les mécanismes de l'adaptation de la vie aux perturbations anthropiques. Ce n'est cependant pas une indication que la nature sera impunité avec impunité les excès humains, mais une démonstration que leur processus d'autorégulation opère sur des échelles et des formes qui échappent toujours à notre appréhension complète. Dans ce contexte, la question de la présence d'intelligence non humaine, que ce soit par des rapports d'objets volants non identifiés, OVNI, soit par le biais d'expériences décrites comme des contacts directs, persiste comme un thème récurrent, bien que souvent marginalisé par la communauté scientifique. Les rapports d'individus qui prétendent avoir établi une communication avec des entités d'origine extraterrestre, comme le chercheur Dr Stephen Greer et leur protocole de « contact conscient », XETI, soulignent une éventuelle interaction entre les espèces qui transcendent les limites de la compréhension matérialiste. De tels récits, bien que controversés, méritent d'être examinés non seulement par leur contenu phénoménologique, mais aussi par les implications philosophiques et éthiques qu'ils suscitent.
En particulier, la récidive des témoignages selon lesquels ces intelligences opéreraient sous un principe de non-ingérence, concernant l'autonomie de l'humanité, sauf dans des situations extrêmes, telles que l'utilisation d'armes nucléaires, suggère l'existence d'un code de conduite qui, si vrai, révélerait une préoccupation de l'équilibre cosmique. Il existe des documents documentés, notamment par des officiers militaires élevés, des incidents dans lesquels les systèmes de missiles nucléaires auraient été neutralisés par des forces inconnues, pour être réactivés plus tard, comme s'il s'agissait d'une démonstration d'une capacité involontaire. De tels événements, s'ils étaient confirmés, indiqueraient que l'humanité n'est pas aussi isolée qu'elle le suppose, mais aussi que sa liberté d'action, même pour l'autodestruction, reste, dans une large mesure, intacte. La perspective selon laquelle la Terre traverse un processus de « purification », manifesté par des catastrophes naturelles et des changements géologiques brusques, n'est pas nouveau dans les traditions spirituelles et scientifiques. De la théorie Gaïa, qui postule la planète en tant qu'organisme autorégulé, aux prophéties indigènes sur les cycles de renouvellement, il existe un consensus implicite selon lequel les crises sont, en même temps, de la destruction et de la genèse. En ce sens, des phénomènes récents, tels que l'augmentation de l'activité volcanique, la mortalité massive des espèces marines et les anomalies climatiques, pourraient être interprétés non seulement comme des symptômes d'effondrement, mais aussi comme des catalyseurs pour une élévation collective de la conscience. L'idée que la douleur, une fois intégrée, peut générer de la sagesse n'est pas étrangère à l'expérience humaine, il suffit d'observer que les sociétés qui ont été confrontées aux tragédies, guerres, pandémies ou catastrophes environnementales, sont apparues dans certains cas avec une compréhension plus approfondie de leur fragilité et de leur interdépendance. Dans ce processus, le rôle des animaux et d'autres êtres vivants acquiert une dimension symbolique et pratique. Plusieurs traditions spirituelles soulignent le lien entre le traitement de la faune et l'équilibre énergétique de la planète. Ce n'est pas seulement la superstition, mais la reconnaissance que la cruauté ou l'indifférence à d'autres formes de vie reflètent, et aggravent, un décalage éthique qui s'étend à toutes les sphères de l'existence. L'observation selon laquelle les animaux domestiques et sauvages anticipent souvent les catastrophes, soit par des comportements atypiques, soit leur sensibilité aux champs électromagnétiques, renforce la notion que l'intelligence n'est pas la prérogative humaine, ni la communication n'est limitée au langage verbal. Quant à la possibilité d'un effondrement de civilisation imminente, les messages attribués à ces intelligences non humaines, lorsqu'ils sont analysés avec rigueur, ne pointent pas vers un scénario apocalyptique linéaire, mais vers une succession d'événements qui fonctionneront comme la tension. Les tsunamis, les éruptions et d'autres phénomènes extrêmes, bien que dévastateurs, ne seraient pas, de ce point de vue, une punition, mais une réponse organique de la planète à un déséquilibre prolongé. La question centrale ne serait donc pas l'ampleur des événements eux-mêmes, mais la capacité humaine à les interpréter comme des opportunités de transformation intérieure. L'histoire enregistre de nombreux exemples de communautés qui, face aux crises, ont choisi de reconfigurer leurs valeurs plutôt que de succomber au désespoir. La résilience, dans ce cas, n'est pas un cadeau inné, mais un choix conscient. Dans ce contexte, la pratique de la prière, de la méditation ou même la notion collective dirigée vers le bien commun acquiert une pertinence qui transcende la portée religieuse. Des études en physique quantique et en psychologie sociale ont exploité, quoique, les effets de la pensée se sont concentrés sur la réalité matérielle. Les rapports d'individus qui, par le biais de pratiques spirituelles, auraient influencé le cours des phénomènes naturels, comme le changement de la trajectoire des tornades, ils suggèrent que la conscience humaine peut jouer un rôle plus actif que ce qui suppose dans la modulation des événements. De toute évidence, de telles déclarations nécessitent une recherche rigoureuse, exempte de dogmatisme, mais elles ne peuvent pas être rejetées a priori dans un univers dont la complexité remet toujours en question les paradigmes scientifiques établis. L'expérience individuelle, confrontée à des adversités extrêmes, telles que les maladies terminales, les guerres ou les pertes irréparables, fonctionne souvent comme un catalyseur de changement. Le rapport selon lequel un diagnostic de cancer, initialement perçu comme une phrase, est devenu le point d'inflexion pour une existence plus alignée à des fins plus élevées, illustre comment la douleur, face à l'ouverture, peut révéler des moyens auparavant invisibles. Cette notion selon laquelle les crises personnelles et collectives agissent comme des « réveils » n'est pas nouveau, il se déroule des traditions chamaniques à la psychologie jungienne, qui voit en période de rupture l'opportunité d'individuation. L'idée que certains événements sont planifiés,
à un niveau transcendatif, soit par une intelligence plus élevée, soit par l'inconscient collectif lui-même, ne doit pas être interprété littéralement, mais comme une métaphore de la capacité humaine à extraire le sens même de la souffrance. Face à ce scénario, l'humanité est confrontée à un dilemme fondamental, persistant dans l'illusion d'un contrôle absolu sur une planète dont les mécanismes échappent à sa compréhension ou, alternativement, à cultiver une position d'humilité et de collaboration avec les forces qui le gouvernent. Le choix n'est pas simplement théorique, il se manifeste dans les attitudes quotidiennes, de la consommation responsable à la volonté d'entendre des récits qui remettent en question le statu quo. Si, en fait, il y a des intelligences observant, à certains moments, interagissant avec les espèces humaines, leur présence ne serait pas une invitation à la passivité, mais un appel à la responsabilité. Après tout, la liberté dont nous jouissons, y compris la liberté de faire des erreurs, est à la fois un privilège et un fardeau. L'avenir n'est donc pas écrit, mais c'est un tissu avec chaque décision, individuelle et collective, que nous faisons dans le présent. La question des expériences et des communications médiumistes attribuées aux entités dissuasées soulève des réflexions profondes sur les limites de l'intervention spirituelle et la nature de la volonté humaine. Les rapports décrivant des messages de confort ou de conseil de leurs proches décédés, souvent marqués par une beauté émotionnelle indéniable, ne doivent pas être interprétés comme des prédictions déterministes ou comme des garanties de modification des conceptions individuelles. Au contraire, de telles manifestations, lorsqu'elles sont authentiques, semblent fonctionner dans un cadre inconditionnel de respect pour l'autonomie de l'être. Lorsque vous utilisez, par la prière ou l'invocation, ceux qui ont transcendé l'existence terrestre, leur capacité à aider est limitée à la portée de la protection et de l'inspiration affective, jamais à la subversion des lois régissant le libre arbitre. En ce sens, la poursuite d'interventions surnaturelles, soit par les êtres chers, soit par des forces supérieures, se heurte à une vérité fondamentale: un véritable changement ne peut émaner que d'une source qui transcende même des hiérarchies spirituelles immédiates. La structure du plan spirituel, comme le suggèrent certaines traditions ésotériques et les rapports expérientiels, semble organisée en niveaux de conscience qui reflètent l'évolution morale et intellectuelle des êtres. Dans ce contexte, la notion d'amour acquiert une dimension cosmique, dans laquelle le lien entre les âmes ne se limite pas au lien terrestre, mais se développe à un réseau d'interdépendance qui va au-delà du temps et de l'espace. Cependant, cette harmonie n'annule pas les conséquences des choix individuels. Celui qui, dans la vie, a opté pour une existence marquée par l'isolement affectif ou la rigidité émotionnelle récoltera, dans une certaine mesure, les fruits de cette trajectoire, non pas comme une punition, mais comme un reflet naturel d'un chemin qui, en fin de compte, a été librement tracé. L'idée que certaines âmes restent avant les normes de souffrance ou de culpabilité après la mort trouvent parallèle dans la dynamique psychologique mais non résolue, dans laquelle l'attachement au modèle de contrôle, tel que l'imposition de destination pour les enfants sur le terrain d'un amour protecteur, perpétue les déséquilibres qui transcendent l'existence physique. Un exemple instructif de cette dynamique peut être observé dans les cas où les parents, émus par des attentes strictes, entravent les aspirations légitimes de leurs enfants, par peur, l'orgueil ou l'illusion qu'ils connaissent, mieux que quiconque, quelle voie devrait être suivie. De telles attitudes, lorsqu'elles ne sont pas revues avec humilité et ouverture, peuvent générer des résonances karmiques qui s'étendent au-delà de la mort, se manifestant comme résistance à l'évolution spirituelle elle-même. La leçon sous-jacente est claire: le véritable amour n'empêche pas, mais libère, il n'impose pas, mais accompagne. Permettre un autre être, en particulier un enfant, expérimenter avec ses propres vols, même si cela implique des risques et des échecs possibles, est un acte de confiance non seulement dans la capacité des autres, mais dans l'ordre plus large qui gouverne l'existence. En ce sens, la fragilité inhérente à la condition humaine devient évidente lorsqu'elle est déposée dans l'autre, si un conjoint, un parent ou une responsabilité de la figure d'autorité pour son propre bonheur ou sécurité. La vie, dans son essence éphémère, n'offre aucune garantie permanente, les liens que nous tissons, aussi profonds qu'ils sont soumis aux vicissitudes du destin. La mort sur cette image se révèle non pas comme une fin, mais comme une transition dans un cycle de renouvellement plus important. Les traditions qui parlent du recyclage de l'âme ou de la continuité de la conscience indiquent une compréhension dans laquelle la séparation est illusoire, et la véritable connexion se produit dans un plan où le temps linéaire perd son sens. Compte tenu de ce scénario, la recherche de réponses, soit en temps de crise, soit à la recherche de buts, nécessite un déplacement de la focalisation externe à l'interne.
De plus, illustre la métaphore extraite de l'assistant d'Oz, la performance des aspirations les plus profondes ne se trouve pas dans des territoires lointains ou dans des interventions miraculeuses, mais dans l'exploitation consciente de l'être lui-même. La phrase attribuée à Dorothy, « Si jamais je vais dans le désir de mon cœur, je n'irai pas au-delà de ma propre cour, parce que si je ne suis pas là, c'est parce qu'il ne l'a jamais perdu », résume une vérité intemporelle. La plénitude n'est pas quelque chose à conquérir mais reconnu. Il habite, dans un état latent, au cœur de chaque individu, attendant simplement que les couches de conditionnement, de peur ou de doute soient retirées pour se manifester. Cette compréhension, lorsqu'elle est intégrée, libère l'être humain de la dépendance à l'égard des systèmes de croyances externes, qu'ils soient religieux, spirituels ou philosophiques, et le reconnecte avec une source inépuisable de sagesse, la voix intérieure. Il ne s'agit pas de nier la validité de l'aide divine ou des directives qui peuvent survenir de plans supérieurs, mais pour comprendre que ces ressources ne font que le sens lorsqu'ils sont alignés sur une véritable recherche de connaissance sur soi. La gratitude s'adresse donc non seulement à ceux qui, dans la vie ou au-delà, offrent leur soutien, mais surtout à leur propre voyage, avec leurs incertitudes et leurs révélations, ce qui nous conduit pas à pas, à nous-mêmes.